garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans bête, sans pub, 89.4 sur la bande FM, ça j'oubliais assez régulièrement de vous le rappeler, chers auditeurs, auditrices. Assez régulièrement, c'est la première fois que je t'entends dire ça. Ouais, moi aussi. Pour une émission consacrée aujourd'hui, le 27 mai 2013, non le 7, pardon, j'avais confondu avec le 2 qui cachait le fil du micro, 2013, Femmes sur le front de l'art, concocté par notre camarade hussard nord de la République, j'ai cité Jean, à ma gauche, qui vient de lever le poing. Gauche, hein, parce que le droit... Oui, gauche, parce que le droit, il peut pas lever le bras. Bon. Piquez-coup à la régie. Bonjour tout le monde. En compagnie... Alors là, deux fois de suite, je sais pas si on résistera longtemps à ce rythme-là, une future peut-être invitée de cette radio, de cette émission mythique. La dernière fois, vous vous souvenez, c'était Constant, dit Urbain. C'est 4 ans qu'on essaye de le faire venir. Et tout le monde s'en souvient forcément. Oui, hein. Puisque personne l'a entendu, pratiquement, sauf nous. Et là, c'est, comment dirais-je, une camarade qui s'appelle Karine, qui est une artiste, une très jeune artiste, encore plus jeune qu'elle ne le paraît d'ailleurs, c'est dire. Ou l'inverse, non, c'est pas plutôt... Oui, ou l'inverse, oui, bien sûr. Voilà, qui est aussi disserte et prolixe que notre camarade Urbain. Mais un miracle, on ne sait pas, on se pose des questions, c'est en pleine... Ouais, enfin, moi, j'y crois pas encore complètement. Non, hein. Excuse-moi, mais tu sais à quel point Piquet-Gou est espiègle. Ouais. Qu'elle nous ait fait le coup de l'hologramme, ça m'étonnerait qu'à moitié. Tu sais. Ouais. Les premiers hologrammes que j'ai vus, moi, c'était dans les années 80. Ils étaient au début des années 80, tu vois, ils étaient tout petits d'abord, et puis d'une seule couleur la plupart du temps, c'était un espèce de vert horrible. Ouais. Mais maintenant, on fait des trucs vachement sophistiqués, tu vois. Alors quand t'es en présence d'un hologramme comme ça aussi sophistiqué, en fait, il y a une possibilité de savoir, d'en avoir le cœur net, c'est de prendre une partie particulièrement sensible chez la personne et de pincer très fort, tu vois. Bon, là, je pense que le bout du nez, par exemple, chez cette personne-là, ça pourrait avoir une certaine efficacité. Tu sais qu'elle s'est fait manger le tarbouif. le tarbouif par son chien. Je voulais d'ailleurs lui passer un savon à ce pauvre chien. Ah bah oui. Mais quand j'ai vu, à son anniversaire, quand j'ai vu de quelle manière il regardait sa maîtresse, quoi, j'ai compris qu'en fait, il lui avait croqué le pif par amour. Je sais pas pourquoi ça m'a touché, tu vois. Donc, moi, je pensais qu'il était en train d'évaluer, de chercher qu'est-ce qui pourrait bien lui mordre encore. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, la question n'est pas tant de savoir si il est susceptible de recommencer, mais quand est-ce qu'il va finir le boulot, en fait. Voilà, ça commence. Quand est-ce qu'il va finir de boulotter sa maîtresse. Oui, donc, pinçant très fort, voilà. Le bout du nez, donc par exemple chez Karine, si ça réagit pas, c'est un hologramme. Hein. Ouais. Si ça fait aïe, c'est une fille. Et si ça fait c'est une fille qui a trop vécu avec des lapins. Voilà. D'accord, voilà. Bah, vous avez le portrait tout à fait exact, je pourrais dire fidèle, par un grand portraitiste de cette charmante personne qu'on espère évidemment un jour pouvoir vous présenter plus complètement. Pour l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, il aimerait bien même en dehors. L'artiste et l'engagement politique en toc avec Karine, c'est pas tout à fait joué. L'artiste et la religion, là, par contre, on se tâte un peu. Non, c'est nous qui nous tâtons, on ne tâte rien d'autre que nous-mêmes. Hein. L'artiste et la science, d'après notre auditeur finlandais, Juju. Qui est docteur. Et oui, qui vient de passer son doctorat, qui est sous sa soutenance de thèse. Bah oui. Et il est docteur depuis la Ça y est, il est docteur. Oui. Et il va recevoir sa petite toge, vous savez, avec son petit gland. En Irlande. Non, le gland qui est à la toge, hein, bien sûr, vous avez compris. Jean, il rigole parce qu'il a compris tout à fait autre chose avec son esprit pervers. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on y dit à l'autorité depuis qu'on fait cette émission? On lui dit qu'on l'emmerde. Et je pense que tout le monde est unanime.
Et pas pour confirmer ça, mais pour l'infirmer, une petite citation du père Aragon, qui est pas franchement de notre bord. Quoique, il n'y a pour moi pas une idée que l'amour n'éclipse. Là, j'ai un camarade à ma gauche là qui pourrait pas aller contre. Tout ce qui s'oppose à l'amour sera anéanti s'il ne tient qu'à moi, Jean. C'est ce que j'exprime grossièrement. Oh non, Jean, c'est pas possible. Quand je me prétends anarchiste. Ah, tu te prétends seulement. C'est ce qui me portera aux pires exaltations. Et ça, quand on connaît Jean, on sait ce que ça veut dire. Chaque fois que je sentirai l'idée de liberté, un seul instant en jeu. Le libertinage. Louis Aragon. Ça vous embouche quand même un coin. C'est splendide. Splendide. C'est superbe, oui. C'est spécial dédicace à notre Jean, qui est un cœur d'artichaut. Oui, j'ai l'impression que tu as... un cœur d'artichaut. J'ai l'impression qu'effectivement, ça m'a un peu destiné ton histoire, mais ouais, je trouve que de la part d'un mec qui essaye systématiquement de m'empêcher de parler de la beauté des femmes au prétexte que cette émission serait une émission sérieuse, ça m'étonne quand même un petit peu. Non, mais des fois, je me laisse aller. Une émission militante sur l'esthétique, Robert, où on ne parle pas de la beauté des femmes. C'est pas une émission sérieuse, c'est une émission stupide. Voilà, excuse-moi, mon camarade, mais il fallait que ce soit dit. Bien.
C'était Marc Augeret, Enfer les mines. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales de préférence. Il se souvient, le vieux mineur, justement, des yeux immenses des gamines. Il envoie sa femme choisir un manteau pour leur gosse. Alors Norbert s'avance et lui dit « Viens, tu sais bien qu'on n'a pas d'argent. » Et son épouse pleure. Il a 91 ans et il n'a pas oublié, ne pardonne pas à ceux qui nous ont fait cette misère, comme il dit. En 1941, les puits ont cessé le travail. On est en pleine occupation allemande. Et bien sûr, les Allemands, ils n'aiment pas du tout ça. Des galibots de 15 ans avaient débrayé pour la dignité et un morceau de savon. Exécution, déportation, 250 grévistes assassinés par les nazis. Et 7 ans plus tard, les héros du redressement national, de la libération évidemment, les mineurs étaient en grève à nouveau. Et parce qu'ils étaient en grève, les Allemands partis, ils étaient considérés exactement comme les Allemands les considéraient quand ils sont devenus en grève. Quand ils s'étaient mis en grève en 41, ils sont devenus tout d'un coup des mauvais Français. Et le socialiste Jules Mock, ministre de l'Intérieur, comme dit dans le Canard enchaîné, sinistre de l'Intérieur, les fait enfermer par milliers, vous entendez bien, et à leur sortie de cabane, ils n'ont plus de boulot et leurs familles sont expulsées des corons par les houillères, parce que c'était une entreprise nationale en même temps, qui avait été nationalisée, je crois, à la Libération. D'autres sont chassés de la région et des anciens combattants, tenez-vous bien, sont dégradés. Qu'est-ce que ça a à voir avec une grève? Enfin bon. Par un ministre socialiste, je répète, qui avait participé au gouvernement Blum avant la guerre. D'autres sont chassés de la région. Oui, je l'ai déjà dit, je me répète. Et les anciens combattants sont dégradés. En 1968, tenez-vous bien, le fils de l'un d'eux n'a pu devenir gendarme. Tant mieux pour lui, remarquez. Parce que son père avait cessé le travail en 1948. Non mais, on marche là vraiment sur le cul. Chagrin, déshonneur, les anciens sont morts en silence, parce que les mineurs, c'était pas le genre à pleurnicher. Sauf qu'un s'est rebellé. Emprisonné, licencié, expulsé de son logement, il retourne au combat pour sa dignité, mais meurt avant de pouvoir aller au bout de sa lutte. Parce que quand il s'est remis au combat, il était plus très jeune. Mais un de ses camarades reprend la lampe, et à force de ténacité, reprendre la lampe, ça veut dire, il reprend le combat, et il parvient avec 17 de ses vieux camarades, c'est-à-dire en moyenne d'âge 80 balais, à ce que la cour d'appel de Versailles ordonne que soit versé à chacun 30 000 € et la reconnaissance de leur persécution par l'État. C'est le moins. Mais alors là, c'est là que ça devient encore plus pathétique, encore plus dégueulasse. Mais pour une certaine Christine Lagarde, vous voyez de qui je veux parler, qui était au ministre de l'économie là, à Bercy, là, c'est trop pour elle. Représentant des charbonnages de France, avant de se maquer au FMI, vous savez qu'elle a été désignée, elle a pris le poste du satrape Strauss-Kahn, elle décide de se pourvoir en cassation pour que les 510 000 € alloués à 17 humiliés ne leur soient pas versés. Alors que dans le même temps, et ça je pense que tout le monde s'en souvient, elle fait allouer 45 millions d'euros à Bernard Tapie au titre du préjudice moral dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Alors vous voyez, il y a vraiment là 2 poids 2 mesures, un poids pour la misère, un poids pour les nantis. Cet escroc de Bernard Tapie, dont le métier consistait à racheter des entreprises en difficulté pour les dépecer et les revendre à l'encan, avec son pote, l'ancien ministre de l'écologie, là, Borloo, qui la ramène encore maintenant, là, c'est des joyeux compères. Celui-là, on lui a filé 45 millions d'euros au titre du préjudice moral dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Vous vous souvenez, le Crédit Lyonnais qui est en faillite, et ce sont les bons franchouillards qui ont dû payer, c'est-à-dire l'État, mais l'État c'est avec le pognon de vos impôts, qui a dû payer le déficit du Crédit Lyonnais. Au titre du préjudice moral, parce qu'en fait, il a touché 10 fois plus Oui, bien sûr, il a touché 10 fois plus, ça c'est 45 millions, de préjudice moral, plus, en tout, c'était 240 millions, grosso modo. Ça s'appelle un coup de grisou dans le langage de la mine. Et vous savez, un coup de grisou, c'est la mort assurée, souvent.
Et dans le mien, dans mon langage à moi, j'appelle ça une putain de saloperie, je suis moins poète que les mineurs. Et je conclurai en disant que le courant passe entre nantis, mais ça on le savait depuis longtemps. Sauf que un exemple comme celui-là, c'est parfaitement insoutenable. Et après, on nous reproche de ne pas croire les politiques, de penser qu'ils sont tous pourris. Et ben effectivement, pour nous, en tout cas pour moi, mais je pense que mes camarades ne me contrediront pas, ils sont effectivement tous pourris. Pas un pour relever l'autre, parce que Christine Lagarde, elle a fait ça du temps où elle était ministre de l'économie et des finances, mais là on est sous la cassation, ça va se passer maintenant, et on verra ce que font les socialistes. T'as pas l'air très optimiste. Non, pas vraiment. Bon, magnifique. Magnifique chanson aussi de Marc Augeret, enfin d'Aragon. Je trouve le texte, il est superbe. C'est un de ses plus beaux pour moi. Je trouve que c'est quelque chose je trouve que c'est peut-être son texte, son poème. Je crois que c'est un poème au départ qui ressemble plus à la peinture. Tu vois, c'est-à-dire avec un mélange de petites touches comme ça, très réaliste, puis de parfaites métaphores extrêmement poétiques. Je trouve ce texte remarquable. Voilà, alors maintenant je vais essayer de détendre l'atmosphère, puisque notre Arletty est dans le bocal. Est-ce que tu penses que l'humour peut être une arme militante, Robert? Ah, tout à fait. Ah, ben... Ouais, c'est ma préférée. T'avais des doutes? C'est ta préférée de toutes les armes militantes? Non, je pense, oui. Mais qui est peu comprise des militants en général, malheureusement. Alors c'est un petit garçon qui va voir son père, tu sais, puis alors il a à la main un espèce de livre qui doit être le seul de la maison, tu sais, mais qui est dans un état déplorable à force d'avoir été feuilleté. Il a un côté vieux grimoire, comme ça. Il va voir son père et lui dit « Papa, c'est quoi l'argent ?» Son père lui dit « Bah tu vois, l'argent, comment t'expliquer ? L'argent, c'était quelque chose, mais c'était avant que le Front National prenne le pouvoir, en fait. C'était quelque chose dont on avait besoin pour avoir des choses de première nécessité. Quand on voulait avoir des choses de première nécessité, il fallait donner de l'argent, sinon on les avait pas. Mais maintenant, grâce au Front National, on n'a plus ce genre de soucis. Tu vois, je vais te prendre un exemple précis. Par exemple, si tu voulais une tartine de beurre, eh ben, pour avoir cette tartine de beurre, il fallait donner de l'argent. Voilà. Mais ça, c'était avant que Marine soit là. Et le gamin dit « Ah bon, d'accord, j'ai bien compris ». Et puis il s'éloigne un peu, il revient au bout de 10-15 secondes et il dit à son père « Papa, c'est quoi le beurre ?» Bon, en fait, c'est une vieille histoire anticommuniste que j'ai recyclée, puisque de toute façon, ils ont à peu près le même... Ouais. Hein. Non, j'aurais voulu que tu finisses, mais bon, c'est pas grave. Non, mon Jean, c'est tellement grave ces choses que tu racontes que bon, il faut. Moi, ça me fait pas franchement marrer, quoi. Je veux dire, parce que c'est justement l'humour a ce pouvoir, je crois, terrible, de ne pas faire rire toujours, quoi. Et quand on rit pas à de l'humour, c'est que vraiment c'est très très grave, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que, mais l'humour est vraiment nécessaire, je crois. Parce que c'est la même histoire sans humour. Alors je veux dire, là on se flingue tout de suite. Enfin, on n'amène pas nos pétards ici parce que bon, on serait mort depuis longtemps. Bon, moi je vais vous parler je relayais un article qui est paru dans l'Âge de fer de ce mois-ci, qui s'intitule « Médias de banlieue, il n'y a plus d'émeutes, il n'y a donc plus de sous ». Donc après les émeutes de 2005 dans les banlieues, il y avait l'émergence d'une nouvelle presse, une presse de quartier. Donc il y avait des nouveaux médias, des nouveaux journalistes, de nouveaux points de vue. Et malgré de grosses difficultés sous le quinquennat Sarkozy, ces médias arrivaient tout de même à s'en sortir, quoi. En fin de mandature, le ministère de la Culture de Frédéric Mitterrand leur permettait d'accéder aux aides à la presse numérique, et plusieurs médias de quartier avaient bénéficié de cette reconnaissance. Avec l'arrivée des socialistes, ces médias pensaient pouvoir respirer un bon coup. Eh bien, pas du tout. Regard de banlieue, une web télé qui a déjà produit 50 films, dont plusieurs primés dans des festivals documentaires. Une association qui regroupe 80 salariés qui sont passés par des chantiers d'insertion depuis 2007, donc avec un taux de retour à l'emploi de près de 70%, de salariés qui deviennent par la suite auto-entrepreneurs dans l'audiovisuel, d'autres qui reprennent des études, d'autres qui rentrent en apprentissage à l'AFP ou à Public Sénat. Eh ben, ce média se voit retirer une grosse partie de ses aides, 17 000 € au lieu de 80 000 €.
L'ACSE, qui est l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, arrête de soutenir Kaina TV. Kaina TV, c'est un réseau d'une centaine d'associations de quartiers autour de Montpellier. Radio HDR, qui a 18 ans d'activité, 30 000 auditeurs dans la région ouannaise, licencie ses responsables. L'EPRA a un budget qui est amputé de 300 000 euros. Donc l'EPRA, c'est un groupement d'intérêt public qui porte 171 radios. Plus d'émeutes, plus de sous. Le ministère Frédéric Mitterrand leur a alloué 280 000 euros d'aide en 2010 et 2011. Le ministère d'Aurélie Filippetti, 0 euros. Ces médias insèrent des jeunes en difficulté, forment de futurs journalistes issus des quartiers, donnent la parole à une population qui ne l'a pas en général, créent du lien, sensibilisent à la vie locale, portent des cultures nouvelles, inventent une manière de raconter et de filmer. Ils agissent comme des baromètres sociaux et sont une des solutions à la crise. Bien, on ne pourra malheureusement plus venir les chercher lors des prochaines émeutes pour essayer de renouer le dialogue. Ils seront morts et enterrés. Voilà, donc ça c'était un article qui est paru dans l'Âge de Fer. Je voulais juste dire 2 mots sur ce journal qui s'intitule l'Âge de Fer. Donc c'est un petit mensuel sous forme de papier, quoi, qui coûte 1 euro, qui pour une vingtaine de pages. Et en fait, c'est bourré d'informations. Ça témoigne d'expériences alternatives en matière de réappropriation de l'économie, de création de lien social, d'écologie, d'engagement citoyen. Voilà, son credo, c'est d'offrir à ses lecteurs des outils qui leur permettent de mettre en œuvre leurs idées. Un petit journal qui tire à 30 000 exemplaires et qui est distribué au niveau national et qui compte 11 000 abonnés. Donc c'est vraiment un petit journal qu'il est bon de connaître, quoi. Il y a ça fourmille d'informations et pour 1 euro, c'est vraiment intéressant. Oui, ça je confirme. 11 000 abonnés, c'est... Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais ils ont un gros boulot de propagande, ils font tous les salons, il y a toujours des bénévoles qui viennent aider à la diffusion. Enfin... Non, vraiment. Et puis il y a même des émissions des émissions enregistrées, enfin des petites émissions qui sont à la disposition de tous gratuitement. Nous, on doit en parler depuis un moment pour voir si on pourrait faire. Mais en même temps, je voudrais rebondir sur ce que vient d'évoquer Dominique à propos du ministère d'Aurélie Filippetti, qui a alloué 0 euro de subvention à toutes ces associations. Voilà, donc ça veut dire on les élimine, quoi, carrément. Et qu'un gouvernement, alors qu'on soit obligé de mettre en balance d'un côté, d'un côté la droite et de l'autre côté la gauche, et de dire que la gauche elle fait pire que la droite. Là, on a un exemple et on n'est pas étonné en même temps quand on sait de qui s'est entourée cette jeune socialiste, auquel moi j'étais pas tout à fait hostile au début de son mandat, parce qu'elle vient d'un milieu ouvrier, etc. C'est quand même bon, voilà, mais bon, ça explique pas tout. Hein. Elle s'est entourée de 2 zozos, mais alors d'une envergure internationale. Je cite Jack Lang, et un ministre de la Culture de droite, comment il s'appelle déjà complètement insignifiant par contre. Tu te rappelles pas, Jean? Ah, mais non, je savais pas qu'elle avait fait ça, donc... Si. Donc, elle s'est entourée de 2 anciens ministres de la Culture, un de gauche et un de droite. Et alors, celui de gauche, c'est une catastrophe pour la création, parce que c'est aussi celui qui a initié l'opéra de la Bastille en détruisant un monument classé au monument historique, la gare de la Bastille, qui a favorisé dans tous les oiseaux de l'art contemporain, des milieux branchouilles, etc., un type complètement vide, quoi. Quand vous l'entendez, c'est un bellâtre là qui veut pas vieillir, il doit se faire tirer les traits toutes les semaines, voilà. Et l'autre, mais comment il s'appelle déjà? Enfin, j'avais son nom, mais ça m'a échappé. Voilà. Alors, avec des conseillers comme ça, on n'est pas étonné qu'elle fasse rien pour les petites associations de banlieue. Et tu disais l'autre fois qu'elle avait promis d'aider les librairies indépendantes. Oui, donc, on attend, quoi. On attend. Et Publico attend. Et Publico 145 rues. Oui, à sa décharge quand même, c'est vrai qu'elle a un budget ectoplasmique. Hein, mais... oui, non, mais bien sûr, mais il faut faire des choix. Mais elle le met pas. Non. Elle le distribue pas où il faudrait. C'est mal parti, ça, c'est vrai. Très mal parti, parce qu'on pense que Mitterrand, ce zozo, enfin, je parle du ministre de la Culture, son oncle, c'était... Ça y est, tu l'as retrouvé, alors? Oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est un autre avant, mais complètement, qui est passé comme ça, tu vois, qui a rien fait de vraiment remarquable. Non, bon, enfin, moi, je m'embrouille, là, je vais pas perdre du temps là-dessus.
certains c'était des potes et pour d'autres des petits de la cité. Mais seulement un sur trois a survécu dans l'électricité. Ça a été une réalité dure à accepter. Le 27 octobre, Ziad et Bouna nous ont quittés. 17 ans et 15 ans, trop jeune pour partir, trop jeune pour dire à tout le monde on se reverra en dehors de cette terre. Vu qu'on est tous des hommes, on passera tous tôt ou tard par la mort, mes frères. Tant fuit la police par peur, jusqu'à perdre la vie. On doit se poser des questions, moi je suis juste un mec qui donne son avis. Je suis là pour, on a tous vu au moins une fois les civils déraper comme des barges dans la cour. On se comprend plus de la toute part, quand même nos ministres désignent les gosses innocents coupables. Aujourd'hui je frémis parce que j'ai 3 enfants et garde ce dernier verre car je sais ce que sentent les parents. Mon Dieu, je pense à Zied et son accent blédard, son sourire gentil et son pull à capuche team noir. Toujours serviable et jamais en colère. On l'appelait Lance-Pierre, il avait une force d'homme frère. Je pense à Bouna, toujours avec Aruna. Tout le temps chaîne pointue, pourtant il habitait la Fama. Respect aux familles, Traoré et Bénin. Le ghetto est en pleurs, j'en perds mes mots. À la Lermo. On veut savoir ce qu'il s'est passé. On veut nous cacher la vérité. Toute une communauté sous haute tension. De vie gâchée sans explication. Une famille perd son enfant. Impossible d'oublier même avec le temps. Bouna, Ziad, paix à vos âmes, paix à vos âmes. Oh, 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 paix à vos âmes. Oh, yeah, yeah, yeah. Sur ce son rap, on est 17, il y a Bouna et Ziad. Moi j'ai du mal à croire, j'ai du mal à voir ton place Bouna gravé sur du marbre. Tu t'en rappelles chaque soir des bêtes d'arc sous brocade. L'histoire des capitales, t'avais une tête de plus que moi. Amateur de moto, danseur de passiol. À fond dans l'ego, va et l'ego. De jour en jour, je deviens fou. Dans ma tête, de bons moments en bout. Demande à tous depuis que t'es parti. Je ris, mais y a plus quoi à rire. Tu manques à la famille. À chaque prie, je prie que Dieu vous ouvre les portes du paradis. Sur ce, j'ai les nerfs, P2G, courageux, parole de frère. Hier, j'ai croisé l'émotion. Elle touchait le front. J'ai croisé des jeunes, puis j'ai croisé des mères. Donc j'ai croisé le monde. J'ai croisé les doigts, crois-moi j'ai prié ma sœur, j'ai pris ma feuille, j'ai pris mon cœur, et puis j'ai crié ma peur, l'amour est fiable et tu le sais. La guerre est bad, elle et lui, vous êtes Bouna. Toi et moi, on est Ziad, on est des anges, on est des grands, on est les enfants qui dérangent avec le cœur. Ensemble, chante pour tous ceux qui nous manquent. Nous sommes épuisés par les pleurs, à peine 15 ans à fleur de vie, Bouna. Ça fait drôle de plus te voir en roue arrière sur ton vélo. Boucle d'oreille, ça pédosse, Roger lancé des projectiles pour vous venger, mais rien ne vous a réveillé. Zied, où est passée ta tête qui nous écoutait le soir à la fenêtre du premier étage? Parlez pas trop, trop sage, tristesse, dépit, faiblesse nous ont envahi. La France est en feu, le ghetto pleure de deuxième. La colère est dans les yeux, 2 enfants sont morts pour rien. Une pensée pour eux, liés aux nos demain. Que Dieu leur ouvre la porte des cieux et que ça n'arrive plus demain. Y a des écoles qui brûlent et des voitures s'embrassent. Ok, brûlons-la mais pas l'histoire de base. Boulet, il y a 2 enfants morts avant l'âge. Elle tue sans personne, moi ça me fout la rage. Moi j'en ai 2 potos qui sont partis trop tôt. Quand je regarde leurs photos, un frisson me monte au dos. On ne vous verra plus en mode puce à la cité. Ça fera bizarre mais c'est une triste réalité. Ziad et Bouna malheureusement nous ont quittés, qu'ils demeurent au paradis pour l'éternité. En attendant j'ai perdu 2 de mes refrains. Si c'était à refaire, ce couplet ben je le referais. À mes potes, Ziad et Bouna, reposez en paix. Aïe Rahman. Pensez pour mes îles. Ma présence n'a rien d'honorable, elle est juste normale. Je serai toujours auprès des miens, tant qu'ils seront mal. Ce que je vois dans le studio, c'est beau, c'est grand. Les miens se sont unis, mais pas dans l'autodestruction. Parce que les miens ont une force, ils sont les seuls à ignorer. J'attends le jour où ils vont se lever, s'élever dans leur respect. Fasse miséricorde à nos frères, Ziad et Bouna. Faut voir comment respecter leur mémoire. Pour Bouna et Ziad, je prends ma plume en versant quelques larmes. Partageons la douleur. La souffrance des familles qui pleurent, comprendre ce qu'il s'est passé, exposer la vérité au jour, que ce fardeau soit moins lourd. Oh yeah, Bouna et Ziad, reste dans nos cœurs à tout jamais. C'était Mort pour rien, une chanson à l'hommage des 2 jeunes qui étaient morts dans le transformateur à Clichy-sous-Bois. Bien. Eh bien, avant de te laisser la parole, Dominique, pour le texte que Jean a pondu sur les mystères du rectangle, oui,
c'est ça. Je voudrais juste... Merci d'avoir répété avant de venir. Je voudrais juste rappeler que c'était ce ministre dont j'ai eu un trou de mémoire parce qu'il était tellement con. C'est Donnedieu de Vabre. Jean, il a failli suffoquer quand il a retrouvé le nom que j'avais perdu. Donnedieu de Vabre et Lang, qui sont les adjoints, les conseillers, les mentors de cette jeune ministre de la Culture socialiste. Je rappelle, issu son père était mineur en Alsace. Voilà. Syndicaliste en plus. Hein. Il doit se retourner dans ses brailles en ce moment. Il a peut-être remis son casque avec sa lampe, je sais pas quoi là, bon. Et puis la deuxième chose, c'était quoi, mon Jean? Je sais pas, mais... Ah oui, la deuxième chose, c'est que l'article sur, ce que je vous ai raconté sur ce vieux mineur de 91 ans, je l'ai lu dans le Canard, j'ai puisé, c'est ma source, c'est le Canard enchaîné, toujours égal à lui-même, parce que bon, il y a peut-être d'autres journaux de gauche qui en ont parlé, mais le Canard, c'est évidemment un journal qui est lu même à l'international, donc voilà, quand il y a un article comme ça qui paraît dans ce journal, ça touche vraiment beaucoup de monde. Ouais. Et tout de suite, on va passer donc à les mystères du rectangle par Sir... bon, bref. Par un Anglais, je pense. Non, mais il est super quand même, hein, quand on pense qu'au mois de juin, on va fêter ses 105 ans, Robert. C'est ce que j'ai vu. Ouais. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mon Jean. J'hésite en fait encore entre deux cadeaux. Oui. Le premier, c'est un Modigliani. Oui. Le second, c'est un billet d'entrée à un meeting de Nathalie Arthaud. Je sais pas si tu aurais une préférence ou... je préfère un meeting de Nathalie Arthaud. Je savais que tu me décevrais pas. Puis il faut être honnête, ça va me coûter un petit peu moins, quoi. Oui. Si on pouvait fêter tes 105 ans en même temps que les 50 000 visiteurs du blog, ce serait pas mal. Hein. Tu veux pas cliquer encore plus, un peu plus? Ouais, les mystères du rectangle par Sirius Ved, qui est né en 1955, une très grande année, si je peux. Ça, c'est de l'auto-promo. Bon, écoute, de temps en temps. Hein. Dans ce livre dont Piquet-Cou va vous lire un extrait, l'écrivain Sirius Ved nous confie son amour de la peinture. C'est vraiment ça. Hein. Cet art de la contemplation, le seul pour elle d'entre tous les arts, qui sache se situer hors du temps, le seul qui puisse nous donner l'illusion que la pendule s'est arrêtée. La pendule est là, tout d'un coup. Quand je lis un livre, quand j'écoute de la musique ou quand je vais au cinéma, c'est avec le temps que je découvre l'œuvre. Un roman, une symphonie, un film ne prennent leur sens que par la succession des mots, des notes et des images. Les heures peuvent passer. Un tableau ne gagnera ni ne perdra la moindre parcelle de lui-même. Il n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. J'aime la peinture parce que dans son inaltérable immobilité, elle paraît exister en dehors du temps, d'une manière impossible à toute autre forme d'expression artistique. Plus j'avance dans mon existence, plus je voudrais mettre le monde en suspens et saisir le présent avant que, dévoré par la seconde suivante, il ne devienne le passé. Un tableau crée l'illusion d'un présent éternel, d'un lieu où mes yeux peuvent se reposer, comme si le tic-tac de la pendule avait cessé par magie. L'histoire de la peinture, c'est à tout prendre l'histoire d'une chose aussi plane que le plateau d'une table. À la différence de la sculpture, peintures et dessins n'ont pas d'arrière significatif, pas de vue de dos. On ne contourne pas une toile. On se tient debout devant ce qui, le plus souvent, est un rectangle, et on contemple ce qui se trouve entre ses bords. Parce qu'il en détermine les limites et l'échelle, le cadre est essentiel à la compréhension de l'image qu'il contient. Regardons-nous un univers en miniature ou un monde gigantesque? Les personnages du tableau ont-ils la même taille que moi? Ou sont-ils réduits? Un tableau minuscule me touche, autrement qu'un très grand. Un tableau permet à mes yeux de concentrer leur attention sur un espace limité par un périmètre incontestable et de considérer une image immobile, silencieuse et inodore. C'est une forme de regard extrêmement restreinte, contemplative, plus facile à bien des titres que la prise en compte des scènes innombrables de la vie quotidienne. Il me faut du temps pour entrer dans un tableau, et je n'ai que rarement pu assimiler tous à la fois les différents aspects d'une image. Il m'arrive parfois de tomber dans une galerie sur une toile, ou un groupe de ces toiles que j'appelle des histoires brèves, des œuvres qui reposent sur la simple juxtaposition,
sur l'effet de surprise, et qui, s'étant exprimé dans la plaisanterie, meurt aussitôt, en tant qu'objet d'intérêt. Une fois que l'on connaît la chute, on n'a plus besoin de les voir. Voir une œuvre d'art et l'oublier aussitôt serait presque aussi affreux que d'être aveugle. L'art qui nous importe doit nous demeurer en mémoire, sans quoi il ne sert à rien. Le souvenir de ce qui m'a fait éprouver une œuvre d'art est souvent plus durable que d'autres sortes de souvenirs. Ce qui me fascine, ce sont les voyages qu'on entreprend, en regardant, et seulement en regardant. Pour cela, nulle connaissance particulière n'est nécessaire. Il suffit de comprendre que la perception d'une œuvre d'art est l'aventure d'un regard dans un espace imaginaire. Voici donc mes récits de voyage personnels dans ce monde illusoire, étrange et immobile, rédigés à l'intention de tous ceux qui apprécient cette expérience solitaire, qui consiste à s'arrêter devant un tableau, à attendre un peu et à voir ce qui se passe. Ah, ça, c'est le plus merveilleux texte que j'ai jamais lu là-dessus. Hein, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on fait cette émission, là, je suis... il n'y a pas une ligne à retirer. Non, c'est magnifique. Ouais. Le texte le plus sensible sur la peinture que j'ai lu moi aussi. Et le plus simple aussi, parce que c'est pas... Exactement. Ah, c'est superbe. Ouais, voilà. Bravo Piquet-Cou. Bravo Sirius V. Bravo, mon cher Jean. Les mystères du rectangle est publié par les éditions Actes Sud. Vous pouvez commander le livre près de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Maître Robert. Oberkamp, fille du calvaire ou République. Karine. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com après les W. Voilà. Eh bien, voilà, vous voyez, ceux qui pensaient, mon cher Thierry, que nous avons bu un coup, t'es piqué là, mon pote. Un café allongé, puisqu'il faut être précis. Oui. Non, Thierry, tu pourras nous en parler quand on va fêter le 50 millième, parce qu'il y aura du chenin sur cette table. Et peut-être pas que. Peut-être 1 kilo de rillettes. Bateau sur la mer de Chine, naviguant d'Amoya Formose, chargé de chanvre et de farine, de mouches de rêve et de roses. On fait des rêves fous que tu trimbales, des souvenirs que tu fabriques, comme des chevaux en cavale. Quand tu parles de l'Amérique, t'en fais des rêves, des filles nues comme la main qu'on oublie dès que passe l'heure, des robes semées en chemin dont il ne reste que la couleur. T'en fais des rêves, la lune éclaire le tapis. Il est minuit à ton réveil, il fait jour comme en plein midi, la nuit quand tu n'as pas sommeil, t'en fais des rêves, les histoires à dormir debout, on se les invente coucher, reste à savoir si ça vaut le coup dans ces cas-là de se lever. T'en fais des rêves, les oiseaux changent du mystère. À quoi bon voler vers ailleurs, dans le fond tout rond de ton verre passent les oiseaux migrateurs. Le jour se lève, le jour se lève, le jour se lève. C'était Catherine Sauvage, T'en fais des rêves. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui ne rigole pas. À Racaille, la 204e, je sais pas si je vous l'avais dit, dites donc. Sur la 89, 4, bon, sur la bande FM, je le répète. Après, j'oublierai certainement de le répéter. Mais bon, pour une fois, je m'en souviens. Femme sur le front de l'art,
concocté par notre camarade Jean, qui nous refile après le boulot, parce que bon, c'est un concepteur, un ouvrier, je le dis tout de suite. Pour vous parler, c'est à moi maintenant de parler. J'ai pincé le nez de Karine pendant la pause musicale. D'accord. Donc c'est une fille qui a trop vécu avec des lapins. Voilà. Ouais, j'ai la réponse. Marie-Guillemine Leroux de la Ville. Allez, non. Elle n'a pas été raccourcie, celle-là. 1768-1826, elle a survécu à la terreur. Élève d'Elisabeth Vigée-Lebrun, une de nos camarades, une des premières femmes, je crois, à entrer à l'Académie des Beaux-Arts ou quelque chose comme ça. Elle fréquente à partir de 1786 l'atelier de ce vieux comte David. Voilà, vous savez, ce peintre qui a fait le sacre de Napoléon et compagnie. Là, ouais. Elle survit sous la terreur avant son premier enfant en vendant de petits portraits au pastel et des scènes de genre moralisantes. Elle a survécu à la terreur, je le rappelle, parce que c'était une bourgeasse. Bon, sous le consulat, elle présente le portrait de femmes noires, et c'est là que ça devient quelque chose d'assez extraordinaire, qui renoue avec le style néoclassique, et au salon de 1800, elle montre ou démontre ses capacités et triomphe du même coup des conventions sur le rôle dévolu aux femmes artistes. Oui, parce qu'il faut dire que les femmes artistes étaient très très mal vues. Et en plus, elle ose peindre une femme noire, une esclave probablement. La situation des Noirs est un enjeu politique à cette époque-là et économique aussi considérable, parce que toutes les plantations des Antilles, etc., utilisaient des esclaves, évidemment. Ils se faisaient du gras avec ça. Et l'abolition de l'esclavage n'a pas été suivie d'une pleine application. Là, on croirait un truc tout à fait contemporain. Parce que nous aussi, on a des lois qui sont pas vraiment appliquées. Alors on en refait d'autres qui sont pas non plus appliquées. Et voilà, on passe notre temps, enfin notre Parlement passe son temps à faire des lois qui viennent s'entasser sur d'autres. Bref, la traite reprend donc, et les coloniaux amènent Bonaparte à rétablir l'esclavage. Ça, il fallait pas en attendre moins de cette espèce de tyran sanguinaire, propre à assurer le retour de la prospérité aux îles et à enrayer les tendances indépendantes. Il faut dire aussi que sa grosse, Marie-Louise, était une Antillaise. Voilà, une béquée. Bon, portrait d'une négresse, parce qu'on les appelait des négresses dans ce temps-là, représente une personne réelle. Et c'est là que cette jeune femme a fait quelque chose d'assez éblouissant, non seulement picturalement, mais aussi elle s'est impliquée vraiment à un moment où c'était pas vraiment dans la mode. Alors, cette personne réelle, sans nom et sans condition de femme, parce qu'on ne sait pas très bien si elle est esclave, etc., mais on penche quand même pour cette thèse, a la tête râpée dans un fichu de servante des Antilles. Quand on dit servante des Antilles, on peut dire esclave. Noire, elle se présente dans une situation non conforme à sa condition de domestique, qui est la même que celle d'une esclave avant 1794. Mais comme on sait que l'esclavage a été rétabli par ce salopard de Napoléon, qui a un tombeau aux Invalides, ou Panthéon, Jean. Invalide. Oui, Jean, il est comme moi. Je ne vis pas me prosterner très souvent. Oui, le regard tourné vers le spectateur, assise dans un fauteuil à médaillon, drapée d'un riche tissu, elle occupe la place d'une femme blanche. Et là, ce truc-là, c'est... Maintenant, on n'imagine pas, mais imaginez que déjà, elle était une femme, donc, proscrite, une femme peintre. Ça le faisait pas. Et en plus, elle fait une noire, peinte comme une blanche, quoi, dans la pose d'une blanche. Pardon. La pose s'apparente à celle de Madame Récamier sur le célèbre portrait de David, on y revient. Son style transparaît aussi, le style de David, dans le fond dépouillé, dans l'usage minimal des accessoires, fauteuils, draperies et vêtements, comme dans le modelé sculptural des formes, l'éclairage direct et les couleurs tranchées. Et l'artiste réussit à rendre un beau sujet que l'époque considérait comme laid. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. C'est mon avis. Le regard est insistant, l'aisance gracieuse et l'harmonie des couleurs imprègnent aussi ce portrait d'une empathie qui suggère une compréhension de l'artiste de son modèle. Son anonymat a permis de la dénuder à la manière de la Fornarina de Raphaël, et l'artiste rend sensible la situation psychologique vulnérable et résignée de cette femme dans cet univers qui lui est étranger. Voilà, l'œuvre pourrait
Ainsi avoir deux objectifs contradictoires, présenter cette femme noire comme un objet de possession, ce qui était souvent le cas à cette époque, et qui l'est aussi aujourd'hui, je pense, dans le fantasme des blanchouillards, un bien acquis parmi des objets de luxe, mais aussi, au-delà de la différence raciale, la faire connaître comme un être doué de sensibilité. Voilà, c'est là qu'elle est assez extraordinaire, cette jeune femme peintre bourgeoise. Voilà, David, qui était un vieux con, mais pas forcément complètement vieux con, dans une lettre du 21 juillet 1787, répond au ministre des Arts qui veut faire observer l'interdiction faite par le roi aux femmes d'étudier dans des ateliers avec des hommes. Et lui-même, David, avait des femmes élèves, dont cette jeune Marie-Guillemine Leroux de la Ville. Voilà. David représente la figure de proue du néoclassicisme sobre et moralisant. Oui, ça, je vous ai cité un exemple. Pourtant, ce document montre la vigueur de sa défense de la formation artistique des femmes, qu'il encourage à la peinture d'histoire, le grand genre, parce que à cette époque-là, c'était la peinture d'histoire, comme le Sacre de Napoléon, réservé aux hommes. La jeune artiste ne peut passer qu'1 an dans son atelier, mais reste en contact avec ce maître, en dépit de graves divergences politiques sous la Révolution. Toute sa carrière, elle lui soumettra ses peintures pour avis. Donc, vous voyez, c'est toujours les choses très tranchées. Voilà, sur le moment, on peut penser que oui, David, c'est vraiment la tâche, quoi. Mais bon, l'académicien pur jus, il a quand même. Ça me fait penser un petit peu à Gustave Moreau aussi, voilà, qui a eu des élèves comme Matisse et comment. Matisse et Rouault. Ouais, c'est ça, merci Dominique. Voilà. Cette toile apparaît audacieuse en 1800 en raison à la fois de l'idée qui se fait à l'époque de la représentation des Noirs et du rôle qu'elle assigne à la femme dans l'art. Avec le recul du temps, cette œuvre exceptionnelle révèle, surtout avec quelle acuité, Marie-Guillaume Benoît, cette femme artiste qui avait traversé la Révolution, a perçu l'importance du sexe, de la race et de la classe sociale à l'époque de l'entrée de la France dans la modernité. Elle fait partie de cette liste de femmes extraordinaire de Louise Michel, mais aussi qui était franchement de notre côté, qui était une anarchiste. C'est elle qui a formule. Bref, le pouvoir rend comment fou. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Bref, hein, folle. Oui, voilà, c'est. Alors, faut pas être complètement borné. Il y a aussi des femmes de droite, on peut les classer comme ça. C'est peut-être pas exactement ce qu'on s'imagine être la droite aujourd'hui, mais qui étaient capables, comme Rosa Bonheur, comme qui encore, enfin d'autres dont on a parlé ici. Rosa Bonheur étant la plus emblématique de femmes qui se battaient pour être respectées en tant qu'être humain à part entière, mais pas sous une sous-humanité. Voilà. Les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, qui rejettent au nom de la morale le critère de la race, ont certes été proclamés sous la Révolution, c'est là que c'est drôle, mais ne seront assimilés que progressivement. On n'y est pas encore tout à fait assimilés. À cette époque, les distinctions raciales sont minutieusement décrites et rationalisées, un peu comme les nazis, vous savez, avec sa rationalisation sur le marien, et puis le juif caricaturé qui a un grand nez, enfin bossu, etc., usurier, etc. Ça fait un peu peur. En parallèle, avec l'extension de l'esclavage au XVIIIe siècle, s'est développée une hiérarchie des races fondée sur une classification des caractéristiques biologiques. Là, on est en plein dans le nazisme. En 1800, si la loi rejette encore moralement la race, attendez bien, au 19e siècle, si la loi rejette encore moralement la race, la différenciation l'emporte. Voilà. Et c'est d'après un texte de Luce Marie Albigès. Pour en revenir à ton truc tout à l'heure, là, c'est Mitterrand, en fait, qui est enterré au Panthéon. En mai 1981, il a été enterré. Ouais, non, Oh non, quand je l'ai vu avec sa rose, là. Oh non, écoute, oh là là, c'était pathétique. Je me suis dit, là, il y a quand même pas grand-chose à attendre. Non. Mais c'est surtout que les gens, tu vois comment les gens oublient l'histoire. C'est un mec quand même qui a été décoré de la Francisque par le gouvernement de Vichy. Bon, excuse-moi de t'avoir encore mis en l'air ta liaison en musique.
C'était La Métisse, interprétée par Yves Simon. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. You. Sans Dieu, sans mettre sans pub. On poursuit tout de suite avec notre Piquet-Cou qui va vous en compter une bien bonne. Oui, Après notre Jean qui va aussi vous en compter une très bien bonne. Et on finira par les expos et les œuvres de la FA, si on peut. Voilà, moi je vais vous... Pardon. Non, je vous en prie. Je vais vous parler d'une peintre serbe donc, qui se nomme Nadezhda Petrović. Donc peu d'infos quand même sur cette peintre qui est née en 1873 et décédée en 1915. Voilà, elle est tout de même considérée comme la peintre féminine serbe la plus importante de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Elle est née à Kakac et elle part vivre à Belgrade avec sa famille. Elle y étudie et devient professeure de dessin et élève dans l'atelier du peintre Đorđe Krić. Elle est également formée dans l'atelier du peintre slovène Anton Asbe à Munich. Elle expose une première fois à Belgrade en 1900. Elle participe en Serbie à l'organisation de la première exposition d'art yougoslave et expose régulièrement à Paris en 1910 au Salon d'automne, à Zagreb et à Rome. Belgrade ouvre son école de peinture et participe à la 4e exposition d'art yougoslave. Nadezhda s'engage comme garde-malade durant la première guerre des Balkans. Elle est infirmière, donc garde-malade militaire en 1913-1914. Infectée par le typhus, elle décède à Valjevo en 1915. Donc c'est elle qui a fait figurer l'art serbe dans les cours d'art européen contemporain. Et son travail est à rapprocher du fauvisme. Ce sont de grandes surfaces empâtées, des rouges vifs, des verts, une amoureuse des couleurs, du violet, du bleu, du noir, de forts coups de brosse, d'épaisses applications de pâte qui créent du relief sur la toile. Elle a peint des portraits et des paysages. Et en fait, on peut diviser son œuvre en plusieurs périodes qui sont principalement définies par ses lieux de résidence. Donc il y a la période Munich, en 2 temps. La première, quand elle est étudiante à l'école d'Anton Asbe, le peintre slovène, et la deuxième dans l'atelier de Julius Exter. On a une période serbe et une période parisienne. Voilà, donc j'ai vraiment pas plus d'infos sur cette peintre. Encore, les sites étaient soit en serbe, soit en anglais, donc c'est assez difficile de récolter des infos, quoi. Traduit du serbe par Piquet-Cou. Remarquable travail. Quand on pense que tu l'accuses parfois de ne pas en faire beaucoup... Non, mais l'Europe centrale n'a aucun mystère pour elle. Voilà, c'était un extrait de musique traditionnelle serbe qui s'appelle Milanovskanka, qui était interprété par Dusan Todorović. Ah oui, ils sont bien connus. Et tout de suite, on va passer à la parole à notre camarade Jean, notre serveur de la République, celui qui c'est l'intellectuel de la bande, et puis j'ai connu d'ailleurs qui le talonne. Voilà, moi je suis le manuel. Bon. Et notre Jean qui va vous parler tout de suite d'une histoire de vie, histoire d'artiste, John Mitchell. Ouais, mais avant de vous parler de John Mitchell, même si je sais qu'on est un petit peu à la bourre, pour toi, Robert, parce que mais le seul mec que je connaisse qui aime les femmes encore plus que moi, une histoire, et puisqu'on est question de femme irréductible aujourd'hui, il a raconté une histoire de femme irréductible comme tu en as peu entendu, tu vois. Ça commence au tout début du 19e siècle.
dans la colonie espagnole de Lima. Tu vois, la ville, une nuit, est secouée à la fois par un orage monstrueux et par un tremblement de terre. Et il y a une petite fille qui choisit ce moment précis pour voir le jour, tu vois, pour pousser ses premiers cris. Et au moment où elle pousse ses premiers cris, il y a tout le reste, enfin toute la maison qui est complètement, qui part en morceaux. Il reste que la chambre des parents avec ce bébé, quoi, voilà. Pour ceux qui évidemment sont témoins, tu vois, ça fait pas beaucoup de doute qu'elle aura un destin assez exceptionnel, cette gamine, voilà. À 5 ans, elle parle 5 langues. À 10 ans, et sa beauté, si tu veux, a déjà une réputation qui a franchi les frontières de la ville. Hein. À 10 ans, elle versifie aussi bien en latin qu'en espagnol. Elle compose à la guitare. Elle dessine ses propres vêtements. Et elle a retrouvé, je ne sais pas comment elle a fait, elle a retrouvé en fait la trace d'anciennes danses inca qu'elle interprète elle-même, si tu veux, devant une assistance assez médusée en cédant à la guitare. À 15 ans, elle dispute des tournois de théologie avec les plus grands savants de son pays. C'est très sérieux ce que je te raconte. Non, parce que d'un coup, tu te dis, ça y est, il a décroché. À 15 ans. Et elle gagne, hein. Certains de ces tournois, elle les gagne, voilà. Ses parents sont quand même un petit peu effrayés, donc ils décident de la marier rapidement à une espèce de comte qui s'appelle le comte de Villavicencio. Tu vois, veux dire de s'en débarrasser rapidement. Ben ouais, parce qu'elle leur fait quand même un petit peu peur, si tu veux. Et ce vieux barbon, il a le bon goût de décéder le lendemain même, tu vois. Oh, bah super. Il y aura forcément des esprits chagrins qui vont raconter que elle a un petit peu aidé le destin, tu vois. Mais devant la pureté de son regard, quand même, les gens ont tendance à se dire que c'est plutôt parce que il s'est chiné toute la nuit à la posséder et qu'il n'y est pas arrivé, tu vois. C'est plutôt quelque chose comme ça. Oh, ça je confirme. Mais enfin, elle se retrouve, si tu veux, richissime, puisqu'elle hérite de tous ses biens, et elle hérite aussi du titre de comtesse, tu vois. Donc quelques temps après, très peu de temps après, elle est victime d'une tentative d'enlèvement, tu vois. Et c'est là qu'entre en scène l'homme le plus riche du Pérou, et qu'un Espagnol aussi, bien évidemment, hein, qui met tous ses réseaux sur le coup, tu vois. Et ce qui fait qu'en quelques heures, il met tellement de monde sur l'affaire qu'en quelques heures, elle est retrouvée avant même que les ravisseurs aient eu le temps de présenter une demande de rançon, tu vois. Elle est retrouvée, et pour remercier son sauveur, elle l'épouse. Le mariage a lieu. Tout ce que le Pérou compte de gens importants est là. Hein. Des milliers de personnes ont été invitées. La noce est vraiment fastueuse. Le dîner arrive. Le marié, il tient plus un moment. Il prend sa femme sur l'épaule et il se dirige vers la chambre nuptiale. Tu vois. Il y a 2-3 heures qui passent comme ça. Les invités se demandent quand même s'il ne serait pas temps de s'en aller. Quand on entend des éclats de voix, la fille sort, la Rosa, elle s'appelle Rosa, je ne sais même pas si je l'ai dit, elle sort de la chambre, et elle hurle devant les gens qui sont présents. Il est hors de question que je passe une seule nuit avec un homme qui enfile des bas de laine, jusqu'au-dessus du genou pour dormir. Elle va dans la propre chambre qui lui a été réservée. Dans une valise, elle glisse 2 ou 3 vêtements, sa guitare en bandoulière, et elle fout le camp. Son mari ne la reverra jamais. Il va mettre ses plus fins limiers sur sa piste, si tu veux. Ils vont la retrouver, ils vont retrouver sa trace à Carthagène, où elle a pris un bateau pour l'Espagne. Ensuite, en Espagne, il va dépêcher des gens jusqu'en Espagne pour essayer de retrouver sa trace. Ils arriveront toujours après elle, si tu veux. Elle gagne sa vie en grattant la guitare, en dansant dans des clubs, dans des salles de concert et tout ça. Chaque fois que sa réputation devient un peu trop grande, les limiers de son mari arrivent, mais elle est toujours partie juste avant, quoi. Juste un moment, à Cadix, il y a quelqu'un qui réussira, il regarde la pendule. Juste un moment, à Cadix, il y a quelqu'un... c'est la belle de Cadix. À mon avis, je pense qu'elle a inspiré la chanson de... Et ils arrivent à retrouver donc ça. Le type arrive à la coincer à Cadix, mais il est tout seul. Le temps qu'il demande des renforts, le limier en question, elle a déjà disparu évidemment, tu vois. Puis des décennies passent comme ça. Le mari finit par mourir de désespoir dans un petit village espagnol. Mais je dirais 40 ans, peut-être 40-50 ans plus tard, il y a une vieille dame qui s'apprête à mourir, qui est connue de tout le quartier, Rosita, parce que elle s'appelle Rosita, et tous les soirs, elle organise des veillées, tu vois, qu'elle anime elle-même, avec sa guitare, en chantant des mélopées assez étranges, comme ça, c'est très couru par le quartier. On fait venir un prêtre, elle prévient le prêtre qu'il est hors de question, qu'elle n'a rien à se reprocher qui puisse mériter une confession.
Et les derniers mots qu'elle dit au prêtre, c'est « Il était hors de question que je passe ma vie auprès d'un homme qui enfile des bas de laine au-dessus du genou pour dormir. » Et elle s'est éteinte sur ces dernières paroles. C'est pas une belle histoire, ça? Ah, magnifique. Hein? Bon. Rosa de Villavicencio. Ouais. Ne la cherchez pas sur Internet. Hein. Piquet-Cou, je vois que tu commences à chercher sur Internet. C'est pas la peine. Je suis le seul, enfin maintenant il y a vous, mais je suis le seul dépositaire de cette histoire. Elle m'a été racontée par l'arrière petit-fils du prêtre qui avait recueilli les... Bon, c'est un petit peu particulier pour moi de vous parler de la peinture de Joan Mitchell. Ouais. Parce que si je suis très sensible à une dizaine de ces toiles, le reste me fait quand même l'effet d'être des chure d'une mouche cyclotimique. C'est comme ça qu'on disait, qu'on appelait les bipolaires, tu sais, de mon temps. Non, aujourd'hui on dit bipolaire. Non, cyclotimique. Oui, cyclotimique, oui, bien sûr. On disait les cyclotimiques. De ton temps à toi, c'était un petit peu avant. On disait les schizophrènes. Oui. Puis c'était tout de suite l'eau glacée, tu vois. Mais enfin, la preuve avec toi que ça conserve bien quand même. Aujourd'hui, on appelle ça des bipolaires. Voilà. En fait, j'ai découvert sa barbouille au début des années 80. Je sais plus si c'était 81, l'année où Mitterrand a été enterré au Panthéon, ou en 82, je sais plus trop, au musée d'art moderne de Paris, dans une exposition qui lui était vraiment entièrement consacrée. D'habitude, je suis plutôt attiré, un peu comme Sirius Ved, par des toiles de dimension modeste, tu sais, avec lesquelles il est quand même plus facile de créer une relation d'intimité. Mais justement, au contraire, chez elle, ce qui me touche le plus, c'est ces immenses formats, qui sont d'ailleurs souvent des polyptyques. C'est ces formats-là, moi, qui me touchent le plus. Ils permettent en fait une immersion totale. Je ressens un petit peu ce que je ressens quand je suis assis dans l'herbe, tu vois, de mon plateau de Coumélie dans les Hautes-Pyrénées. Je ne suis pas, si tu veux, je suis pas assis devant le tableau, je suis assis dans le tableau. Et il y a l'herbe sur laquelle je repose comme ça, qui va se prolonger jusqu'au bas du tableau, jusqu'à rejoindre le ciel. Et je regarde ces nuages qui passent comme ça très rapidement. Et je distingue quand même vaguement du coin de l'œil la cime des arbres agités par le vent, tu vois. C'est vraiment ça. C'est le pouvoir de la magique de la peinture que d'imiter ou d'évoquer la nature. C'est pas forcément une imitation, mais que d'évoquer la nature sans jamais parvenir à l'égaler complètement. C'est beau, c'est très beau même, c'est à la fois serein, paisible et sauvage, et puis c'est teinté de mélancolie ou de nostalgie, dans la mesure où c'est une peinture qui te donne le sentiment de la fragilité de l'instant. Tu connais un peu la peinture de Joan Mitchell? Pas du tout, mon genre. Oh, t'es emmerdant, quoi. Non, écoute, moi je suis un élève. On a le sentiment, si tu veux, assez aigu que ce bonheur parfait, je dirais presque parfait, ne peut pas durer très longtemps. On vogue ou on flotte, c'est selon dans un rythme lent de variations visuelles. On est entraîné dans une sorte de rêverie faite d'allusions possibles à des cieux changeants, à des herbages embrumés, à des écorces noires et des paliers de pierre gris mouillé, tu vois. Si j'avais eu un prof d'histoire de l'art comme ça, j'en serais pas là. Le principe du polyptyque, il produit, lui, un sentiment de narration. T'en serais pas là, mais enfin, t'es pas loin de t'endormir, quoi. Pas du tout. Ah non, mais... Donc, quand j'ai l'air de dormir, c'est là que je suis le plus affecté. Attention. J'en suis persuadé. Pendant qu'on regarde les tableaux de Joan Mitchell, en fait, on a le sentiment un petit peu confus de se retrouver devant un souvenir. Oui, ça t'étonne, Non, pas du tout. Après s'en être éloigné, et ça peut être assez longtemps après, on garde l'impression d'un lieu, en fait, imprécis mais rémanent. On rejoint un peu le texte que Piquet-Cou a évoqué. Mais exactement. D'ailleurs, c'est un des artistes, il n'y en a pas beaucoup dans ce livre, qu'évoque Sirius Ved, tu vois. C'est une impression, je dirais, d'ordre physique, ce qui n'est pas si fréquent en peinture, et ça, tu en conviendras avec moi. Vraiment, physique, tu vois. Elle souhaitait, comme elle le disait elle-même, que sa peinture procure des sensations qui aient quelque chose à voir avec le fait d'être en vie. Ça, je la cite, précisément. Voilà, à partir je trouve que dans cette dizaine de toiles, au moins, dont je parlais au début, elle y est vraiment merveilleusement parvenue, tu vois. À partir des années 80 et jusqu'à la fin de sa vie, elle reviendra à un style, en fait, plus proche de ses débuts, moins contemplatif, plus agressif, je dirais,
plus énergique, hein, qui m'intéresse moins. Hein. Née à Chicago, elle avait exposé plusieurs années en compagnie des artistes de la New York School, tels que Pollock, de Kooning, avec lequel elle avait d'ailleurs une relation d'amitié très forte, ou Klein, oui. Ah d'accord. Oui, oui. Oui, toutes les premières années de sa vie, voilà. Avant de s'installer définitivement en France, en fait, au milieu des années 50, à Paris d'abord, puis à Véteuil. Tu sais, c'est un petit village qui domine la Seine, et dans lequel Claude Monet s'était installé pendant 4 ans avant d'atterrir à Giverny. Voilà. On dit même, mais ça, j'ai pas de confirmation, que la maison dans laquelle elle s'est installée, c'est celle dans laquelle avait vécu Claude Monet. Voilà. Elle mourut d'un cancer des poumons à l'âge de 66 ans. Elle avait vécu près de 25 ans avec le peintre canadien Jean-Paul Riopel, dont on a déjà parlé dans cette émission. Et pour celui ou celle qui les connaît un petit peu tous les deux, ça a dû quand même être chaud assez régulièrement, si tu veux. Hein. Dans son livre, Sirius Vett raconte d'ailleurs la rencontre de son mari, l'écrivain américain Paul Auster, avec Joan Mitchell. Pendant que Riopel ronflait copieusement sur le canapé, tu vois, celle-ci passait la soirée à incendier un Auster qui est resté totalement imperturbable en le traitant de Byron de pacotille. Tu vois. Toute une soirée, il faut imaginer ce que c'est. Hein. Ils se vouèrent ensuite une indéfectible amitié, l'esclandre ayant manifestement valeur de test. Tu vois. Mais enfin, elle devait être quand même particulièrement difficile à vivre, pour ne pas dire insupportable. Ouais, bien sûr. Voilà, pour Joan Mitchell, c'est 1925-1992. Non, mais c'est bien en même temps les femmes qui ont du caractère. Ouais. Voilà, nous, dans la cité d'artistes où on est, un copain a l'habitude de dire, on fait un élevage de folles. Oh non, c'est pas vrai. Si. Donc je suis pas très perturbé par ce que tu viens de raconter. Bon. Excusez-moi, il faut que je prenne la parole. Excusez-moi. Oui, c'était Ornette Coleman, Free Jazz. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire et vous allez tout de suite écouter avec attention les expos à ne pas manquer. Enfin, un exposé sur les expos à ne pas manquer par l'autre Jean. Oui, la première, c'est Guy Debord, Un art de la guerre. Ça, c'est à la BNF François Mitterrand, quai François Mauriac, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est valable jusqu'au 13 juillet
Les archives de Guy Debord, en fait, ont été acquises par la BNF en 2011, au risque de muséifier le travail d'un homme difficilement qualifiable tout de même, même s'il est connu au moins comme auteur de la Société du spectacle, dont on a déjà lu des extraits dans cette émission. Un paradoxe que ce grand Modeste, ça c'est de l'humour, avait déjà envisagé, de ma part, envisagé dans un texte resté inédit jusqu'à aujourd'hui. Quand Monsieur Debord sera mort, le système spectaculaire le récupérera à son gré, ou plus probablement l'enterrera. Tu vois, je t'imagine bien parler de toi comme ça. Enfin bref, plus simplement, Guy Debord entre aventure collective et quête personnelle du bonheur, passant de l'art à la politique, échappant à tout contrôle, entre clandestinité créative et anonymat assumé, réitérant régulièrement par l'écrit et par l'image sa volonté de miner le monde tel qu'il allait, n'a cessé de faire bruisser la sphère intello-médiatique, surtout à partir de mai 68, où les thèses et actions situationnistes dans leur radicalité furent au cœur de la révolte avortée. Ouais. Mais son pieux souci du classement et de l'archivage peut laisser à penser que Guy Debord n'était pas complètement rétif à une certaine postérité, de sa pensée en tout cas et de ses actes. Inspiré du jeu de la guerre imaginé en 1956 par lui-même, la scénographie de l'exposition s'enroule autour d'un cœur atomique central composé de 600 fiches de lecture accrochées dans de hautes colonnes de plexiglas. Voilà, et puis la seconde, c'est la route de la mer à l'assiette, la route du poisson dans l'art. Si vous voulez mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Au musée, oui, au musée d'Aubigny, ça c'est rue de la Sansonne à Auvers-sur-Oise, 95 430, et c'est valable jusqu'au 15 septembre. La route du poisson, en fait, ou route de la marée, c'est aussi comme ça qu'on l'appelait, amenait en moins de 36 heures le poisson fraîchement pêché dans la Manche jusqu'à Paris grâce à des convois lourdement chargés tirés par de puissants chevaux. Les attelages étaient renouvelés en fait tous les 20 km dans les relais de poste. Supplantés par le chemin de fer avec la création des lignes Paris-Boulogne et Paris-Dieppe, ces routes sont peu à peu tombées en désuétude. Inversement, et grâce au train, les touristes déferlent en masse dans les stations balnéaires du littoral. Pendant plusieurs décennies, bateaux de pêche et cabines de plage coexistent sur les mêmes rivages. La confrontation entre des citadins aisés et des gens de mer très modestes a beaucoup inspiré les peintres. L'exposition retrace le trajet du poisson de la mer à l'assiette en cette période de mutation profonde. Voilà mon Robert. Superbe mon Jean, alors vous avez bien entendu, à ne pas manquer.
C'était Jean-Roger Cossimon, les marins pêcheurs. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans mettre sans pub, un racaille avec Piquicou à la régie et une future invitée qui est très bavarde. Elle nous a fichu en retard. On est vraiment dans le noir, dans le rouge, dans le bleu. Bref, merci beaucoup Karine de ta présence comment on pourrait te dire, mon Jean? Non, justement, tout le contraire. Est-ce qu'on a entendu la voix de Karine à l'antenne ou pas on entend que ça. Moi, je pense que Mégane aimerait bien, non? Oui, Mégane aimerait bien t'entendre, Karine. Tu peux lui dire « Coucou, Mégane !» Non? Bon, tant pis. « Coucou, Mégane !» C'est maman. C'est Karine Ouzet. C'est avec Domino, là. Bon. Les œuvres de la Fédération anarchiste, 3 œuvres. On va faire ça vite fait parce qu'il y a l'émission suivante qui va se radinocher. Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment, qui a besoin de vos thunes, et vous pouvez nous aider en achetant la carte d'auditeur. Elle est à votre disposition en librairie Publico. Je vous rappeler l'adresse, 145 rue Paris dans le 11e. Et pour 20 €, paf, Laurent ou Max, nos permanents, nos adorables permanents, nos vaillants permanents, vous remettront la carte de auditeur de Radio Libertaire. Et puis aussi, vous pouvez devenir ami de l'association des amis de Radio Libertaire, oui, truc entre amis, où vous pourra vous traire encore un peu de pognon. Et puis aussi, la troisième chose, c'est quoi déjà, Jean? J'ai des trous des fois. Il y a 3. Ah oui, une souscription. Au minimum 5 € par mois. Et votre compte sera défalqué de cette somme terrible. Enfin, oui, pour certains, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Voilà. Pour notre radio, afin que vous puissiez la recevoir dans les meilleures conditions possibles, nos voix, enfin, c'est quand même quelque chose. Hein. Même si parfois on nous taxe d'avoir abusé un peu de la dive bouteille, quand ce n'est pas le cas, n'est-ce pas Thierry? Bon. Et puis la deuxième œuvre de la Fédération anarchiste, c'est la librairie Publico dont je viens de vous parler. Voilà, avec Laurent et Max, une librairie qui est vraiment dans le rouge du point de vue de sa pérennité, du moins, elle existe encore, mais on aimerait qu'elle existe encore très 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 longtemps. Et pour ça, il faut vraiment venir dans cette librairie, c'est un lieu magique. Vous y respirez le parfum d'anarchie. Voilà, avec des bouquins, des milliers de bouquins. C'est ouvert 6 jours sur 7, l'après-midi et le samedi, toute la journée. Laurent et Max sont à votre disposition pour vous aider si vous êtes un peu perdu dans les rayons de cette librairie, très riche, très fournie, où vous pouvez trouver, outre les livres, des t-shirts, des sweatshirts, des CD, des DVD, des pins, des flyers, des affiches, bref. C'est la caverne d'Ali Baba. Voilà. La librairie Publico, 145 rue Hamelon, ou appelez Librairie du Monde Libertaire, le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, hebdomadaire, n'est-ce pas? Où là aussi, comme à la librairie, vous allez naviguer avec joie entre les textes, les pages, voilà, de la littérature générale, mais aussi des textes un peu qui parlent un peu de tout, puis des textes plus franchement militants, des news, etc., des cartoons. Alors là, on s'en met plein la vue, de cartoons assez délirants, de jeunes illustrateurs qui en veulent, dont un cartoon, une BD de notre hussard noir de la République, se repaît tous les mardis, n'est-ce pas mon Jean? Absolument. Pouvez-vous nous rappeler son titre? Pavé d'Anard. Pavé d'Anard, voilà. De qui? Ça, j'aime moins le dire, mais enfin bon. Gros gaga. Gros gaga. Voilà. Gros gaga. Gros gaga, oui. Gros gaga, pas gros caca, hein. Gros gaga. Voilà, c'est pour ça que Jean, il a peur des lapsus lingués et de tomber dans le traquenard. Ouais, mais c'est mon côté jésuite, là. Ouais, d'un côté jésuite. On est tellement proche du gros mot. Ah oui, on est tellement, oui. Bon, Jean, que je reprenne mes esprits. Le monde libertaire qui a aussi vraiment besoin de vous, parce que vous savez que la presse aussi, comme la librairie, enfin les librairies indépendantes en tout cas, et les petites librairies, les petites assos, tout le monde est en danger. On vous en a parlé dans l'émission, à propos de notre ministre de la Culture, enfin c'est pas le nôtre, hein, de Philippe Petit, là, qui zéro thune aux associations. Vous voyez, c'est très bien. Et alors, la droite file des thunes et la gauche, non. Là, on marche vraiment sur la tête. Voilà, alors donc, où on peut se poser des questions sur la légende qui dit qu'elle va filer des thunes aux petites librairies sous forme de subventions.
On a un peu peur maintenant. On aurait dû jamais y croire d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, donc Le Monde Libertaire, vous pouvez vous abonner à la Librairie Publico pour le soutenir, parce que c'est vrai que je répète, c'est le socle, l'abonnement. C'est avec ça qu'un journal vit. Et puis aussi, vous pouvez trouver Le Monde Libertaire en dépôt de presse à la Librairie Publico. Il y a le gratuit aussi, et puis il y a le numéro spécial, le hors-série. Voilà. Et puis aussi, que voulais-je donc ajouter à ce brillant florilège? Eh ben, je ne sais plus. Et oui, non, voilà, je crois que j'ai fini, j'ai fait le tour. Je répète, la radio a besoin de votre soutien financier et puis d'écoute évidemment. La Librairie Publico a besoin de votre soutien, de passer à la Librairie Publico, parce que vraiment il faut y venir. Et puis il y a des soirées animées, etc., etc. Et Le Monde Libertaire pour pouvoir vous tenir au courant. Enfin, voir le monde à travers notre regard. Oh là, tu pourras pas faire mieux. Là. Oh, voilà. Alors Thierry, on te remercie pour tes commentaires téléphoniques. On a été très sensibles, mais je te rassure, notre foi ne chauffe pas. Comment on appelle ça? C'est Pierre, c'est un copain qui a une vue tout à fait particulière sur les gens qui boivent. Les plaquettes, voilà. Non, c'est pas les plaquettes, c'est un autre nom, quoi. On faut surveiller ça. Mais nous, ça va. De ce côté-là, on a un foie à peu près correct. Enfin, à peu près. Hein. C'est pour plus le grand beau temps. Merci beaucoup. À bientôt. Salut à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Et merci Karine pour ta participation à notre émission. On était vraiment contents de t'entendre. Tous tes commentaires très riches, très fournis et très justes. Un peu bruyantes, mais sympa. Un peu bruyantes, ça va. Ils sont bien marrés en tout cas dans la régie. Ils sont hilardes toutes les deux. Bon. Bon, voilà.